Bonjour tout le monde. Mon nom est Annie Mongeon. Je suis directrice du projet pour Juridique. Juridique, qu'est-ce que c'est? C'est un service en ligne gratuit et bilingue qui vous informe sur vos droits, vous aide à trouver des professionnels et des organismes près de chez vous et à entreprendre des démarches judiciaires. Je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous juridique en direct. Il s'agit d'une occasion d'inviter des professionnels pour aborder différents sujets en lien avec les thèmes qui sont traités sur le site Juridique. Le rendez-vous d'aujourd'hui est diffusé simultanément sur la page de Facebook de Juripop, SOS Violence conjugale ainsi que le ministère de la Justice. Merci à tous pour le partage. Aujourd'hui, on a décidé de parler de la violence conjugale et pour ce faire, on a trois invités avec nous que je vais vous présenter dès à présent. On va commencer par Maître Justine Fortin, qui est avocate et directrice de programme en violence conjugale et violence sexuelle chez Juripop. Bonjour Christine. De parler de On a aussi Mme Claudine Thibodeau, qui est responsable du soutien clinique et de la formation à SOS Violence conjugale. Bonjour Claudine. Bonjour. Et on a enfin Maître Marie-Claude Richer, qui est directrice du programme Rebâtir. Bonjour. Si on a choisi, décidé de parler de la violence conjugale, c'est parce que malheureusement, l'actualité nous rappelle trop souvent que c'est une triste réalité qui est encore très présente au Québec. Je vais me permettre de reprendre une publication que vous avez mise sur votre page Facebook, Mme Thibodeau, sur certaines statistiques. Entre autres, il y a eu 18 féminicides et infanticides qui ont été liés à la violence conjugale depuis le 5 février 2021. Ça représente 16 femmes et 2 enfants assassinés, de même que 40 enfants orphelins. Pour aller plus loin, SOS Violence conjugale reçoit jusqu'à 300 appels par jour. Et de mars 2020 à mars 2021, SOS Violence conjugale a reçu 40 925 demandes sur ces différentes plateformes. C'est 7 000 de plus que l'année précédente. Ça, c'est un signe que la sensibilisation fonctionne et qu'elle doit se poursuivre. C'est une question évidente. Maintenant, Mme Thibodeau, je vous lance dans le bain. Quelle est la mission de SOS Violence conjugale? Bien, la mission de SOS, en fait, c'est d'être une porte d'entrée vers tous les services disponibles en lien avec la situation de la violence conjugale au Québec. Donc, peu importe si on est une victime, une personne qui se questionne sur sa situation, qu'on soit quelqu'un qui est proche, un collègue, un frère, un père, des amis, qu'on soit aussi des professionnels. Donc, on reçoit beaucoup de demandes d'intervenants de CLSC, dans des milieux hospitaliers, des intervenants aussi au niveau légal, des policiers aussi. Donc, toutes les demandes en lien avec la violence conjugale peuvent entrer par nous et notre travail à nous, c'est de trouver la meilleure ressource pour répondre aux besoins qui nous est exprimés. Merci, Mme Thibodeau. Je me tourne vers Justine. Juripop a mis en place en 2020 une ligne d'assistance juridique en droit familial pour les personnes victimes de violences conjugales. Ça a permis en 18 mois de donner des conseils spécialisés à plus de 1700 Québécois et Québécoises. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur ce que Juripop fait concernant la violence conjugale? Donc, à l'époque, en 2020, c'est rendu une époque parce que les choses ont tellement changé depuis 18 mois en matière de violence conjugale, notamment dans le paysage juridique. On a mis cette ligne sur pied au plus fort de la pandémie. On était en plein confinement, le vrai confinement, celui où aller à l'épicerie, c'était une denrée rare. Et on a tout de suite constater qu'il y aurait sûrement en fait un besoin pour les personnes d'obtenir de l'information juridique sur cette situation-là spécifique parce que d'être confiné avec son conjoint violent, ses enfants, parce qu'on se rappelle que tout était permis à ce moment-là, pouvait amener des situations d'urgence encore plus urgentes, donc exacerbées par le confinement. Puis, en quelques jours, on a mis ce service-là sur pied avec plusieurs avocats bénévoles qui, au même moment, avaient étaient à la maison, eux aussi, donc disponibles pour rendre ces services-là. Puis on s'est rendu compte que la popularité, et je vais le dire entre guillemets, popularité du service n'était pas liée au confinement, malheureusement, était liée à ce besoin qu'avaient les personnes victimes de violences conjugales d'avoir de l'information en droit de la famille sur leur situation pour leur permettre d'agir en toute sécurité pour elles-mêmes, mais surtout pour leur famille. Très bien. Maître Richer, depuis le 27 septembre, le projet Rebâtir offre un nouveau service de consultation juridique.
Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce programme? Puis peut-être aussi nous laisser un petit mot sur la récente modification de la loi sur l'indemnisation des victimes de criminels. Alors, d'abord, Rebâtir, c'est un service de consultation juridique gratuit, indépendamment de la situation financière des personnes victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales. Ce service est donc offert pour l'ensemble de la population du Québec. Nous avons nommé ce projet Rebâtir et notre slogan est « Me choisir, me rebâtir ». Pour nous, ce titre et ce slogan voulaient être un écho au rapport Rebâtir la confiance, mais également un souhait réalisé pour les victimes que nous servons. Notre site web est rebâtir.ca et les victimes peuvent déjà nous contacter au 1-833-732-2847, soit 1-833-REBâtir. Rebâtir, c'est une équipe exceptionnelle, et je tiens à le dire, exceptionnelle de 12 avocates et avocats de l'aide juridique engagés et motivés qui sont mis à contribution pour ce service qui est offert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Nos avocats proviennent de plusieurs régions du Québec et leur expertise couvre plusieurs domaines de droit. Ainsi, nous avons des avocats spécialistes en droit criminel, droit matrimonial, droit de la famille, droit civil, droit de l'immigration, droit administratif. Nous avons également des avocats en droit de la jeunesse. Il s'agit d'un service de consultation juridique téléphonique et virtuelle d'une durée de 4 heures. Ainsi, un client pourra communiquer avec nous une première fois pour une entrevue d'1h30 et, s'il le désire, nous rappeler 2, 3, 4, 5 fois, et ça jusqu'à ce que son 4 heures soit écoulé. Il est important également de noter que dans certaines situations, nous offrons des services de co-consultation, c'est-à-dire qu'une victime de violence conjugale qui a des questions, exemple en droit criminel et en droit administratif, aura droit au service de 2 avocats qui répondront à ces questions en même temps. Ils seront ainsi 3 sur la ligne téléphonique afin d'offrir la meilleure expérience client à nos victimes. À la suite de la consultation juridique, si un acte juridique doit être posé, par exemple, si madame veut ou monsieur souhaite déposer une demande pour garde d'enfants et obtenir une pension alimentaire, le dossier à ce moment-là va être transféré dans notre réseau d'aide juridique partout au Québec qui seront à même d'offrir un service d'urgence pour les personnes victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. Pour ce qui est des victimes admissibles à l'aide juridique, elles seront évidemment servies pour l'entièreté de leur dossier et ce par nos différents bureaux d'aide juridique. S'il s'avérait qu'il n'y a pas d'urgence et que la personne est inadmissible à l'aide juridique ou qu'un conflit d'intérêts est constaté, ce dossier serait à ce moment-là transféré à la banque d'avocats qui sera mis en place par Juripop. Évidemment, le projet Rebâtir travaille en collaboration avec les services offerts par SOS Violence conjugale, Info Aide Violence sexuelle, le DPCP et les réseaux de CABAC et CALAC et les organismes de soutien aux victimes. Jusqu'à présent, nous avons ouvert en 14 jours d'activité plus de 350 dossiers. C'est énorme. 85% étaient reliés à de la violence conjugale et 15% en matière de violence sexuelle. Déjà, on constate les bienfaits que ce service apporte à notre clientèle et on tient d'ailleurs à les remercier pour les témoignages qu'ils nous envoient quasi quotidiennement. C'est grandement apprécié. Pour ce qui est de la nouvelle loi d'indemnisation sur les victimes d'actes criminels, qui maintenant, depuis le 13 octobre, s'appelle la loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, cette loi vise 2 objectifs, aider les victimes et favoriser leur rétablissement. Cette loi apporte des changements assez importants pour les victimes de violences conjugales. Entre autres, un changement majeur, c'est l'imprescriptibilité pour les infractions criminelles qui impliquent de la violence conjugale, de la violence subie pendant l'enfance ou une agression à caractère sexuel. C'est donc dire que la demande de qualification, c'est la nouvelle terminologie employée pour la demande d'indemnisation, peut être faite en tout temps. Il n'y a plus de délai maintenant. En plus, cette disposition est rétroactive, donc elle s'applique au passé. En d'autres mots, les victimes qui ont été refusées parce que leur demande d'indemnisation avait été présentée en dehors du délai prévu par la loi peuvent déposer une nouvelle demande de qualification et elles pourront le faire jusqu'au 12 octobre 2004. Ensuite, les catégories de victimes sont élargies. Par exemple, la loi prévoit que des indemnités pourraient être versées à un parent dont l'enfant aura été victime de violence de la part de l'autre parent.
Également, une victime de 14 ans et plus pourra maintenant déposer une demande d'indemnisation seule, même si elle est mineure. Enfin, la loi élargit les infractions criminelles pour lesquelles une victime peut demander une indemnisation. Par exemple, cela inclut dorénavant les infractions de menaces et de harcèlement qui sont assez courantes en matière de violence conjugale. La loi prévoit aussi différents types d'aides qui pourraient être octroyées aux victimes qui s'adressent à l'IVAC. Par exemple, elles pourraient recevoir une aide financière pour la réhabilitation psychothérapique ou psychosociale en lien avec l'infraction criminelle. Elles pourraient également avoir une aide pour pallier à la perte de revenus ou à la perte de certaines capacités. Et finalement, une somme forfaitaire qui sur la base d'une évaluation médicale, viserait à indemniser les séquelles physiques ou psychologiques de la personne victime. On pourra en parler encore très longtemps, mais peut-être conclure en ajoutant qu'une victime n'est pas obligée d'avoir porté plainte à la police pour recevoir de l'aide. Le processus est donc indépendant du processus de droit criminel, en droit criminel. Merci, Marie-Michée, pour ces précisions-là. Clairement, oui, on aurait pu en parler très longtemps. Marc-Claude, j'ai envie juste de voler la place d'Annie une minute puis te demander concrètement, qu'est-ce que les personnes qui vivent de la violence conjugale, quel genre de questions elles pourraient poser aux avocats de Rebâtir, puis juste pour leur donner, peut-être, elles n'ont pas l'impression que le service pourrait s'adresser à elles, mais que finalement, c'est exactement la question qu'elles se posent. Toutes les questions en droit peuvent être posées aux avocats Rebâtir. Vraiment toutes, là, les questions concernant la garde des enfants, les pensions alimentaires, en droit criminel, comment va se passer leur témoignage à la cour, s'ils ont déposé des plaintes, en matière de logement, peuvent-elles quitter leur logement, si elles peuvent obtenir de l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Nous allons les accompagner toutes ces personnes-là pour leur donner le plus d'informations possible pour bien les guider. Maintenant, si on va dans le vif du sujet, je vous lance la question, mesdames. Là, on a parlé des organismes qui traitent la violence conjugale, mais c'est quoi la violence conjugale? C'est une question qu'on se fait énormément poser parce que depuis qu'on en parle de la violence conjugale, ça a changé notre façon de la concevoir. Hein? Quand on en parlait dans les années 80, on parlait des femmes battues. Hein? Femmes battues, ça voulait dire violence physique, ça voulait dire un œil au beurre noir, un bras cassé. Donc, on incluait dans la violence conjugale seulement les situations de violence physique extrême. Avec le temps, on a beaucoup élargi notre compréhension de c'est quoi la violence conjugale, parce qu'on s'est rendu compte que les effets, les répercussions dans la vie des victimes de la violence qui étaient plus subtiles, moins frappantes, étaient tout aussi importantes dans la vie des femmes et qui la subissaient. Je vais me permettre de parler de femmes parce que ça demeure que la majorité des victimes de violence conjugale sont des femmes, sans exclure que certains hommes peuvent en être victimes aussi. Mais donc, sur les victimes, il y a d'autres formes de violence qui ont énormément d'impact, qu'on parle de violence psychologique, donc faire perdre l'équilibre intérieur à la personne, lui faire perdre son estime d'elle-même, sa confiance en elle, son sentiment d'être sûre d'elle-même, s'attaquer même à son esprit, s'attaquer à ses valeurs, à ses croyances, aux valeurs qu'elle accorde à sa vie, au sens même qu'elle accorde à sa vie. On appelle ça de la violence spirituelle, mais ça ne concerne pas uniquement la religion. Là. Il y a la violence émotionnelle qui est de s'attaquer à ses émotions, s'organiser pour qu'elle ait peur, s'organiser pour qu'elle soit en colère, s'organiser pour qu'elle soit désorganisée intérieurement. Évidemment, la violence économique, la violence via les enfants, via les animaux. Donc, il y a vraiment une énorme gamme de comportements qui constituent des comportements violents, donc des comportements qui visent à prendre le dessus, à prendre le pouvoir dans la relation. Et c'est ça aussi qui caractérise des situations de violence conjugale, c'est qu'une des deux personnes dans la relation qui, avec des comportements violents, veut prendre le dessus, veut avoir raison, veut avoir plus le droit de décider, plus le droit d'avoir une influence sur les décisions qui vont avoir cours dans la vie de la famille, mais aussi dans la vie de la victime elle-même. Donc, c'est une dynamique qui est complexe, qui met souvent du temps à s'installer graduellement, mais qui peut aussi mener à des situations où le danger peut être très élevé. On l'a vu malheureusement cette année tout particulièrement. Donc, le danger peut être élevé pour les victimes, mais il peut aussi être élevé pour leurs enfants, il peut aussi être élevé pour leurs proches. Alors, c'est une problématique qui est vraiment, vraiment très, très complexe, là. D'ailleurs, souvent, quand les victimes de violences conjugales s'adressent à nous, à SOS, en fait,
quand les gens nous appellent, ça arrive souvent qu'ils vont nous dire, je ne sais pas si c'est de la violence conjugale. Je ne sais pas parce que un des aspects centraux à la violence conjugale, c'est que le partenaire qui l'exerce va utiliser toutes sortes de tactiques qui sont en soi de la violence pour masquer la situation, pour faire en sorte que la victime ne soit pas en mesure de l'identifier. Donc, ils vont mettre du brouillard autour de la victime, puis à chaque fois qu'elle arrive pour dire « Ouais, mais il me semble que telle affaire, ça ne devrait pas se passer comme ça », bien, il va avoir toute une façon de lui réexpliquer la situation qui va lui remettre à elle, entre autres, une part de responsabilité. Puis tout ça fait en sorte qu'avec le temps, ça devient des fois de plus en plus difficile de voir la violence pour ce qu'elle est. Donc, voir la violence comme étant de la violence. Et souvent, ça va être un frein majeur pour les victimes de demander de l'aide parce que quand on n'identifie pas la violence qu'on subit comme étant de la violence, bien, comment on peut appeler à SOS violence conjugale ou comment on peut appeler à Rebâtir qui offre ses services aux victimes de violence. Donc, pour répondre à ça, à SOS, on a conçu sur notre nouveau site web un questionnaire interactif qui a 25 questions et qui permet, avec ces 25 questions-là, de faire un peu le tour de sa situation pour identifier si différentes formes de violence sont présentes. On a lancé ce questionnaire-là il y a pas tout à fait un an, en fait, en novembre 2020. Et à notre grande surprise, on savait que ça serait utile, mais à ce jour, on est déjà rendu à 77 000 personnes qui l'ont complété dans son entièreté. Donc, ça parle du fait que dans notre société, on a encore un problème majeur en lien avec la violence conjugale. Mais on a vraiment vu un effet de ça, du fait d'être capable de mettre des mots sur sa situation. Ça aide beaucoup si par la suite on souhaite, par exemple, venir clavarder avec une intervenante de SOS ou appeler et éventuellement aller chercher l'information. Puis, il faut savoir que si on appelle à SOS, si on clavarde avec nous, il ne va pas y avoir de pression qui va être mise sur une quelconque décision. On sait qu'une rupture, parce que c'est souvent ce que les gens autour vont dire, tu as de la violence conjugale, tu devrais te séparer. Mais nous, notre façon de voir les choses est différente. Quand il y a de la violence conjugale dans une situation, il n'y a pas de « il faut que ». En fait, le seul « il faut que », c'est « il faut respecter la volonté de la victime là-dedans ». Donc, on sait que c'est sensible, on sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux. Donc, on sait que le plus important, c'est que les personnes aient au moins accès à du soutien, de pouvoir en parler, de pouvoir prendre un recul, d'aller chercher de l'information pour éventuellement prendre les meilleures décisions pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Là, on a vu c'était quoi? Qui peut être en aide victime? Bon, on sait que les femmes, mais je me doute que ça ne doit pas être les seules. En fait, la violence conjugale, ça peut toucher n'importe qui. En fait, dès qu'on est en relation amoureuse pour vrai, et ça implique qu'on est ouvert à l'autre personne. Donc, cette ouverture-là, qui devrait être une super bonne chose, parce que dans une belle relation amoureuse, cette ouverture-là des deux côtés va faire en sorte qu'on s'approche, qu'on s'attache et qu'on s'aime et qu'on bâtit ensemble quelque chose. Si on arrive face à une relation de façon fermée, bien, il n'y a pas grand-chose qui va se développer là. Donc, cette ouverture-là, qui est nécessaire, qui est merveilleuse, bien, quand il y a une des deux personnes qui souhaite prendre le dessus sur l'autre, ben c'est facile parce que la personne est ouverte. Et on ne voudrait pas qu'elle ne le soit pas, vous comprenez? Mais n'empêche que ça fait en sorte que n'importe qui entre dans une relation amoureuse, le cœur ouvert, l'esprit ouvert, ben, est vulnérable. Ça touche majoritairement les femmes, oui, parce que c'est une problématique qui est ancrée dans des rapports sociaux sexistes qui durent encore jusqu'à aujourd'hui. Mais ça exclut pas que ces rapports cette relation-là, ces espèces de normes-là qui valident encore aujourd'hui que dans une relation, il y a une des deux personnes qui a le droit d'avoir le dessus. Ben, ça fait en sorte que, oui, il peut y avoir certains hommes qui en sont victimes, oui, parfois de la part de femmes, aussi de la part d'autres hommes, et comme des femmes peuvent être victimes d'autres femmes, puis on sait aussi que c'est présent peu importe la culture, peu importe aussi le niveau socio-économique, l'éducation. Donc, ça traverse toutes les cultures, ça nous concerne toutes et tous personnellement. Puis, tu sais, je vous invite aussi à réfléchir au fait qu'il n'y a personne d'entre nous qui est épargné par cette problématique-là. Soit parce qu'on a été enfant dans une famille où il y en avait de la violence, soit parce qu'on en a
soit même subie ou exercée, ou soit parce que des gens qu'on aime autour de nous, des amis, des membres de notre famille, des collègues la subissent. Et donc, il y a vraiment, dans notre société, c'est tellement fréquent, la violence conjugale, qu'il n'y a personne qui est vraiment, réellement épargné par cette problématique-là. Très bien. Maintenant, quand on en subit, c'est quoi les impacts sur la personne en question? La violence conjugale a énormément d'impact. Si on commence, les premiers impacts qui me viennent à l'esprit, c'est les impacts émotionnels, parce que ça fait mal. Point. La violence conjugale, ça crée de la souffrance. Ça crée de la souffrance, oui, de la souffrance physique s'il y a de la violence physique, mais ça crée surtout une souffrance intérieure. C'est un stress incroyable dans la vie que de vivre dans un contexte où il y a de la violence conjugale, où il y a un contexte de contrôle coercitif au quotidien. C'est vraiment extrêmement stressant. Ça fait vivre toutes sortes d'émotions aussi liées à la peur, à la crainte, à la colère, à la peine aussi. Donc vraiment, c'est très souffrant. Ça a des conséquences, on a parlé de stress, donc ça a des conséquences sur la santé. On sait à quel point le stress affecte notre santé. Ça peut avoir des conséquences en termes de blessures aussi, qui peuvent aller jusqu'au décès. Ça a des conséquences sur la relation avec les proches, donc ça vient jouer dans la relation avec les proches, les rendre plus difficiles, ça peut même faire éloigner les proches. Des fois, les partenaires violents, ils ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de gens autour, qui soient du bord de la victime ou qui soient capables de voir à travers le brouillard que lui a réussi à mettre autour de la victime. Donc, les proches vont souvent être activement écartés par les partenaires violents, mais ils peuvent aussi s'écarter quand, par exemple, on a approché une amie en disant « Je suis inquiète pour toi, il me semble qu'il y a de la violence », puis que l'amie a pu réagir en disant « Non, 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 c'est pas ça, arrête », parce que c'est beaucoup trop difficile de mettre ces mots-là, parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux et de dangers sur le coup, peut-être. Mais il y a des amis aussi qui vont s'éloigner à ce moment-là, ne sachant pas trop quoi faire, ne sachant pas trop quoi dire, ne sachant pas trop comment demeurer présent dans la vie de la victime. Il peut y avoir aussi des impacts très importants dans la relation avec les enfants. Ça joue dans les relations de pouvoir dans la famille. Donc, la victime, au lieu d'être en mesure d'exercer une autorité légitime, parce que l'autorité, c'est quoi? C'est un rapport de pouvoir. Hein? Donc, au lieu d'être en mesure d'exercer son autorité légitime sur son enfant, ce qui lui permet de l'encadrer, par exemple, le partenaire violent dans la famille, il prend toute l'autorité pour lui. Et il n'en laisse pas à la victime, puis elle se retrouve égale ou même en dessous des enfants là, dans les rapports de pouvoir. Donc, ça devient très difficile d'encadrer les enfants. Les enfants peuvent activement refuser le lien d'autorité de la victime, ce qui devient très difficile, ce qui devient un nouvel enjeu dans, par exemple, une réflexion sur une rupture. Donc, tu sais, ça a énormément d'impact. Il faut aussi se parler des impacts sociaux. Ça coûte très cher à notre société, la violence conjugale. Puis je parle pas juste des sous. Oui, ça coûte cher en sous, que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau de l'absentéisme parce que les victimes sont malades ou qu'elles sont carrément pas en mesure de travailler, ou on perd des talents. Il y a des victimes qui auraient pu devenir peut-être des brillantes avocates, travailleuses sociales, psychologues, ingénieurs, qui n'ont pas pu le faire parce qu'il y a eu des contraintes dans leur cheminement scolaire. Quand on parle avec les jeunes, on voit souvent que le fait d'empêcher sa blonde d'étudier, ça fait partie des tactiques de violence conjugale. Donc, on perd des talents, puis on perd des vies. On pense à cette année, on a déjà perdu 18 personnes. Ces enfants-là, ces 40 orphelins-là, ça va avoir un impact incommensurable sur leur vie. Donc, on perd beaucoup socialement à cause de la violence conjugale. Si on met la violence conjugale dans le contexte vraiment de la relation, comment est-ce qu'on peut faire améliorer sa sécurité pour trouver du soutien? Si on commence en première, vraiment, là, comment je peux me protéger quand je suis dans une relation? La première chose à faire, c'est de s'écouter et de respecter ce qu'on ressent. Souvent, les victimes sont confrontées à beaucoup de « il faudrait que ». Il faudrait que tu partes, il faudrait que tu consultes, il faudrait que tu appelles à SOS, il faudrait que... Il n'y a pas de « faudrait que ». L'idée qu'on a, nous, à SOS, c'est que pour améliorer la sécurité d'une personne qui voit dans sa relation qu'il y a de la violence, il faut ouvrir le plus de portes possibles autour d'elle,
mais sans l'obliger à passer dans une porte ou dans une autre porte. Ce qu'on peut faire, par contre, concrètement, c'est déjà de commencer à s'informer, de commencer à mettre des mots, de souffler un peu sur le brouillard pour y voir plus clair, que ce soit peut-être avec des amis qui sont compréhensifs. Si on est des amis, là, allez sur notre site web, il y a toute une section qui est juste pour vous autres, juste pour les proches, pour savoir c'est quoi les meilleures façons d'aider, c'est quoi les choses à dire à une victime qui vont lui faire du bien sans mettre de la pression sur elle. Donc ça, déjà, ça contribue à la sécurité. Donc, donner accès, par exemple, juste le fait de pouvoir parler avec une intervenante, de pouvoir faire un peu mieux le tour de sa situation, ça en enlève du brouillard. On peut faire des scénarios de protection aussi, c'est-à-dire de planifier concrètement. J'ai peur de telle chose, donc si telle chose se produisait, qu'est-ce que je pourrais faire? Le fait de planifier des choses concrètement, ça peut vraiment faire en sorte que si jamais ce qu'on anticipe, ce dont on a peur se produit, qu'on puisse être en meilleure sécurité. D'ailleurs, sur le site, on a tout un article qui parle de ça, des scénarios de protection. Les intervenantes en violence conjugale dans les maisons peuvent aussi le faire avec les victimes. Dans l'idéal, on le fait avec quelqu'un, mais si on n'est pas prêt à appeler, on peut le faire pour soi-même. On peut commencer à y penser pour soi-même quand même. Quand on est encore dans la relation, puis on sait que ça peut durer longtemps, à partir du moment où on identifie la violence conjugale dans sa vie, ça peut prendre un certain temps avant d'être en mesure de rebâtir suffisamment de choses, d'ouvrir suffisamment de portes pour quitter cette relation-là en sécurité pour tout le monde. Donc, pendant ce temps-là, au moins, on peut se renforcer par en dedans, en sachant mieux ce à quoi on a affaire, en ancrant profondément le fait que c'est pas moi qui crée cette situation-là. On peut travailler aussi à mieux connaître les ressources. On peut s'informer sur les questions de cybersécurité. Donc, si par exemple, on suspecte une situation de violence conjugale dans sa situation et qu'à la maison, on a un ordinateur familial, c'est peut-être mieux de ne pas consulter le site de SOS ou d'autres ressources sur cet ordinateur-là, à moins de savoir comment effacer l'historique, par exemple. Donc, apprendre à effacer nos historiques, que ce soit sur un ordinateur, sur une tablette, sur notre propre téléphone cellulaire, tenir compte du fait que il est possible si un partenaire violent a accès à notre cellulaire, ça se peut qu'il le prenne quand on s'en rend pas compte. Donc, c'est peut-être mieux de ne pas conserver sur notre téléphone cellulaire de l'information relative à la situation. Je vous donne un exemple. C'est déjà arrivé une femme qui nous dit « J'avais enregistré des conversations. » Et il a fouillé mon cellulaire pendant que je prenais ma douche et il les a trouvés et ça a été vraiment très dommageable dans sa situation parce que il a bien compris qu'elle remettait en question ses comportements, qu'elle n'était plus dans le brouillard. Et ça a fait en sorte qu'elle soit plus en danger. Donc, de tenir compte de ces dangers-là et en préparant le mieux possible, en fait, ce qu'on souhaite pour la suite. Si la suite, c'est la rupture, admettons que la personne est rendue dans cet état-là, comment qu'elle peut faire pour se protéger justement pour passer à cette étape-là? J'aime tellement que vous ayez posé la question en disant « si » et non en disant « quand », parce que c'est effectivement « si ». Mais si, par exemple, on songe à une rupture, oui, il y a des choses qu'on peut mettre en place, notamment en appelant à SOS. Nous, on met en lien avec les intervenantes des maisons d'hébergement à travers le Québec qui sont spécialisées justement dans ces questions-là et qui sont vraiment en mesure de regarder avec la personne quelle serait la meilleure façon d'assurer sa sécurité pour s'en aller vers une rupture. Donc, plus on va avoir l'occasion de la préparer, plus il y a de chances de mitiger certains dangers, de les diminuer, certains dangers. Par exemple, on peut aller chercher de l'information, puis je pense que tout à l'heure, on va en parler, sur justement le droit d'amener ses enfants avec soi. Parce que dans l'idéal, on amène nos enfants avec nous quand on fuit une situation de violence. On peut aller chercher de l'information sur est-ce que je pourrais porter plainte dans ma situation? Sans dire qu'il faut qu'elle porte plainte, mais de savoir qu'elle peut le faire et de savoir quelles seraient les implications exactes de cette situation-là, ben ça peut ouvrir des portes autour de la personne. Préparer des effets personnels, préparer par exemple, de prendre des photos de certains documents sans les enlever, mais prendre des photos de certains documents comme des contrats de la maison, les contrats d'assurance. Puis ça aussi, si quelqu'un a des questionnements sur
la page de SOS, il y a tout un article qui parle justement de quand on considère une rupture, quelles sont des avenues qui peuvent être intéressantes à réfléchir. Et entre autres, on va donner une liste d'items qui peuvent être utiles si on a à quitter une situation de violence conjugale. Il y en a des choses qu'on peut commencer peut-être à garder au bureau, dans le cas échéant. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place. Entre autres aussi, savoir comment faire pour désactiver la fonction de géolocalisation sur notre téléphone. Faire attention de ne pas le faire avant de partir, parce que s'il se rend compte qu'on a désactivé cette fonction-là, puis qu'il nous suit sur une application comme Snapchat, ne serait-ce que ça, là, ben, ça peut être dangereux. Mais un coup qu'on est parti et qu'on est en direction vers un lieu de sécurité, peut-être une maison d'hébergement, peut-être un autre lieu, mais un coup qu'on est parti, on le désactive avant d'arriver. Donc, c'est plein de petites choses qui peuvent être faites. Puis, dans l'idéal, c'est de réfléchir à tout ça avec une intervenante. Je vais me tourner vers Julie-Pop. Claudine a parlé de partir avec les enfants. Ça veut dire quoi, partir avec les enfants? Pour en avoir deux, ça veut dire beaucoup de choses à penser, premièrement. Ce que ça veut dire, en fait, d'un point de vue légal, j'ai envie de dire, ça veut dire que tu peux le faire. Puis ça, c'est une des questions qui revenait le plus souvent sur notre ligne. Puis j'imagine que c'est ce qui revient vraiment souvent aussi chez Rebâtir. Est-ce que j'ai le droit de partir avec mes enfants? Est-ce que je dois lui dire que je pars? Est-ce qu'il va appeler la police puis dire que j'ai enlevé mes enfants? Puis là, je vais être accusée d'enlèvement. Puis évidemment, là, les scénarios d'horreur arrivent. Puis souvent, en fait, tout le temps, la simple réponse suivante, oui, tu peux, parce que tu souhaites te mettre en sécurité et mettre tes enfants en sécurité, était ce que les personnes avaient besoin d'entendre. Puis ça donne que c'est des avocats qui peuvent donner cette réponse-là. Pourquoi? Parce que, bien, évidemment, si on quitte avec les enfants, on n'est pas fou, on sait ce qui va arriver. Il va probablement y avoir une demande qui va être faite devant un tribunal pour obtenir une garde, un droit d'accès. Les choses fonctionnent comme ça. Hein? Le conjoint violent va vouloir reprendre le contrôle et la manière qu'il va le faire sera via probablement les tribunaux. Mais d'abord et avant tout, avant même de penser à cette étape-là, c'est toujours la sécurité puis la protection à laquelle il faut penser. Puis là, je reviens à ce que Claudine disait tantôt. Ne jamais, jamais le faire en n'ayant pas ouvert les portes, en n'ayant pas ouvert les fenêtres, en n'ayant pas ce plan de protection autour. C'est important de le rappeler. Oui, tu peux quitter pour ta sécurité, tu peux quitter avec tes enfants sans le dire, sans envoyer un texto, surtout en n'envoyant pas un texto, en fait, pour aviser de où, comment, pourquoi tu t'en vas. Et ensuite viendra le temps de réfléchir à ce qui va arriver, puis c'est là où en fait, la pertinence d'un service comme Rebâtir prend tout son sens, là, évidemment. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on va le faire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir demander au tribunal? Est-ce que je vais pouvoir garder mes enfants avec moi? Toutes les questions auxquelles il existe des réponses, puis il existe des réponses adaptées à la réalité de la violence conjugale. Donc, ça, c'est une autre chose, je pense, qui est important de nommer ce midi, c'est que oui, on peut partir, puis oui, ça existe dans un système un peu mal fait, des avocats qui reconnaissent le contexte de violence conjugale puis qui vont en tenir compte. Puis si ça peut rassurer, ne serait-ce que 2 personnes aujourd'hui, on va avoir fait notre travail. Là. Donc, je pense que c'est à ne pas négliger. Puis l'autre chose qui est à ne pas négliger, comme Claudine le disait, c'est que l'importance d'être prêt ou en tout cas d'avoir réfléchi à tout ça puis d'être allé poser nos questions, c'est parce que le moment de la rupture, même si c'est pas nécessairement une rupture, hein, si une personne quitte en maison d'hébergement pour se protéger, égale pas nécessairement rupture, mais égale potentielle escalade de la violence. Il va y avoir un débalancement dans le contrôle et puis il pourrait y arriver des événements plus tragiques à ce moment-là. Donc, il faut le garder en tête, tant pour la personne qui est directement concernée que pour tout le réseau qui sera autour d'elle. Puis d'avoir les bonnes informations à ce moment-là, ça fait toute la différence. Si on poursuit sur l'aspect légal, bon, on décide qu'on veut partir avec ou sans enfants. Souvent, dans le avec logement, enfants. Avec enfants. Alors, je pars avec mes enfants, j'ai un logement, j'ai une maison, j'ai un bail. Légalement, je fais quoi pour pouvoir vraiment partir du logement? C'est quoi mes options?
Mais en fait, il y a comme 2 catégories de réponses. La première, c'est il y a une situation d'urgence, la sécurité est en jeu, on veut quitter, on quitte. On peut, par ailleurs, on doit s'informer sur quelles sont les étapes pour, par exemple, résilier le bail en question. Si on est locataire. Donc, il y a certaines étapes en situation de violence conjugale ou de violence sexuelle, qu'elles soient, donc si la personne victime ou les enfants, si leur sécurité est en jeu, il est possible d'obtenir une résiliation sans avoir besoin d'aller porter plainte à la police, sans que la police soit impliquée. Ça, c'est important de le nommer. Donc, il y a certaines étapes. C'est administratif. C'est comme n'importe quoi, il faut se présenter, obtenir une autorisation. Donc, le DPCP, le procureur de la couronne, donc, sont autorisés à signer ces autorisations-là. Les personnes auront besoin d'une copie de leur bail, d'un document qui est signé de la part d'une personne qui pourra attester de la situation. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être un médecin, ça peut être un intervenant, ça peut être même un membre de la famille qui pourra, un ami, un tiers, un avocat même, qui pourra simplement attester par certains faits de la situation. Une fois que cette autorisation-là sera obtenue, puis les délais sont assez rapides. Ça, par contre, pour avoir entendu certaines personnes nous rapporter leur histoire, il y a certains cas qui ça l'est moins, c'est administratif, je le rappelle, mais généralement, c'est assez rapide. On doit aller à la cour obtenir l'avis de résiliation de bail. C'est un long nom compliqué qui veut dire à son propriétaire, finalement, allô, propriétaire, j'ai le droit de résilier mon bail et by the way, tu peux pas vraiment m'obstiner là-dessus. Et d'envoyer ce document-là au propriétaire. Et donc, après, si je me souviens bien, il y a un délai de 2 mois là, avant que toute la paperasserie entre le propriétaire et la fin du bail se produise, mais c'est possible de le faire. Si une personne n'est pas locataire, elle habite là, puis elle sait que c'est son conjoint ou son ex-conjoint qui a signé le bail, elle peut quitter tout simplement. Évidemment, lorsqu'on parle d'un bien de propriété, hein, si c'est une maison, si on est dans le cadre d'un mariage, il y a tout un jargon légal qui va s'appliquer à ce moment-là. Puis là, on revient à ce que j'ai dit à la base, c'est là où c'est important de s'adresser à un avocat qui est spécialisé en droit de la famille, qui pourra vraiment expliquer tout ce qui va arriver dans le cadre de la séparation avec la résidence. Et pour ce qui est des logements, c'est possible, dans les cas de violence conjugale et violence à caractère sexuel, d'obtenir une résiliation sans avoir besoin de porter plainte à la police. Est-ce qu'il existe des organismes qui sont spécifiques quand on veut partir de son logement qui pourraient nous aider? Ben oui, il y a des organismes qui peuvent aider. Ben d'abord, nos collègues des maisons d'hébergement ont l'habitude d'avoir des personnes qui cherchent des logements et souvent elles connaissent les bons coins, les bons journaux, les bonnes épiceries où il y a les bonnes annonces. Déjà, ça peut aider. Mais il y a aussi des organismes qui sont en train de se mettre sur pied, comme l'organisme Transit Secours depuis peu, qui est disponible à Montréal et dans les environs, qui aide pour le déménagement des victimes. En fait, nous, on souhaiterait que ce service-là soit disponible beaucoup plus largement qu'il ne l'est actuellement, mais c'est quand même très important. Je pense qu'ils ont déjà fait une centaine de déménagements. Puis ce qui est intéressant, c'est que lors des déménagements, il y a des gardiens de sécurité qui viennent assurer la sécurité de la victime et des proches qui peuvent aider pendant le déménagement. Et ça c'est très, très, très important dans des situations de violence conjugale. On a vu souvent des amis ou des proches qui subissent des pressions violents au moment de déménagement. Il y a beaucoup d'histoires d'horreur en lien avec les déménagements dans des situations de violence. Donc, c'est sûr, il y a des organismes aussi qui sont en train de s'implanter si jamais quelqu'un qui écoute serait inspiré. Une des difficultés que souvent les victimes vont rencontrer, c'est quand il y a des animaux de compagnie dans le portrait. Quand elle est chez elle, elle a un chien, un chat, un animal qui souvent va être utilisé, comme les enfants, par le partenaire violent pour faire ce qu'on appelle la violence par proxy, c'est-à-dire de menacer
l'autre, donc l'animal ou l'enfant, pour faire quelque chose à la victime. Il y a des animaux dans ce contexte-là qui sont, ben oui, menacés, mais blessés carrément, ou même assassinés, tués par les partenaires violents. Donc, si j'ai un animal que j'appelle à SOS et que je veux aller en maison d'hébergement, malheureusement, actuellement, c'est difficile pour les maisons d'accepter les animaux. Il y en a quelques-unes qui le font, mais c'est généralement très difficile d'avoir accès à ces places-là. Il y a un organisme qui s'appelle The Fam Network qui veut s'implanter en ce moment dans la région de Montréal et qui cherche des bénévoles. C'est un organisme qui est déjà implanté en Ontario et qui fonctionne avec des familles d'accueil. Donc, ils ont des familles d'accueil spéciales qui accueillent les animaux pendant que les victimes passent en maison d'hébergement pour leur sécurité. Donc, c'est vraiment des services qu'on va devoir, je crois, bonifier parce que ça répond à de réels besoins. Et nous, à SOS, quand on a des demandes et que des personnes ont un animal de compagnie, bien, on est souvent bien impuissante là, à les aider parce qu'elles ne peuvent pas partir en laissant l'animal. Et s'il y a eu beaucoup d'éloignement des proches à cause de la violence du partenaire, bien souvent, elles n'ont plus nécessairement quelqu'un dans leur entourage à qui confier l'animal. Donc, il y a besoin de beaucoup d'aide, mais on peut toujours appeler SOS pour avoir accès à toutes les ressources possibles. On les connaît bien. On a décidé de quitter. Mais si on sent, si la personne qui est victime de violence conjugale avec ses enfants sent qu'elle a besoin d'être encore en plus en sécurité, légalement, Justine, qu'est-ce qu'on peut faire rendu à ce point-là? Ben, en fait, pour un besoin d'être davantage en sécurité, il y a évidemment les intervenantes autour de... Dans la situation où L'équité est en maison d'hébergement, il y a un réseau qui est en train de se créer, ou en tout cas, il y a un réseau d'aide, certainement. La personne qui vit de la violence conjugale peut décider de se tourner vers la police pour, en fait, dénoncer la situation qu'elle vit ou qu'elle a vécue. Puis, dans une situation comme ça, ce qu'il faut se rappeler, nous, hein, comme personnes qui travaillons directement avec les personnes victimes, mais également les proches, c'est qu'appeler le 911 pour une personne qui vit de la violence conjugale, ça signifie pas porter plainte. Hein. On rappelait souvent sur la ligne, vous ne portez pas le fardeau de décider si ce que vous vivez, ça a lieu d'être déposé en tant que plainte. C'est aller à la police puis dénoncer la situation qu'on vit, c'est penser à sa protection, penser à celle de ses enfants. Donc, la décision ne repose pas sur les épaules de la personne victime, ça va reposer sur les épaules de la police, des enquêteurs. Et l'idée, c'est que, en fait, c'est le système qui va porter ce poids-là et non pas la personne victime. Donc, il y a plusieurs, évidemment, infractions qui peuvent donner lieu à des comportements qui sont de la violence conjugale, évidemment. Ben là, le plus, comme Claudine l'a mentionné, hein, tout ce qui est physique, ça, c'est comme l'évidence même. On reçoit un coup, une claque, on se fait serrer, tout ce qui est tactile. Il y a évidemment tout ce qui est violence à caractère sexuel. Ça aussi, il ne faut jamais l'oublier dans un contexte de relations intimes. On est en pleine violence conjugale également. Tout ce qui est menaces. Ça peut être des menaces directes, ça peut être des menaces voilées, ça peut être des menaces, comme Claudine l'a mentionné, aussi à travers une autre personne. Qui est méfait, c'est un terme qui veut rien dire pour les gens qui nous écoutent, mais voler de l'argent, briser des choses, briser des objets personnels précieux, le harcèlement, des messages textes incessants, des appels incessants. S'il y a eu une séparation, si on est et que là, se présente au domicile, se présente au travail. Et ben, tout ce qui serait finalement ensuite, évidemment, là, un bris de conditions si on est déjà dans le système. Donc, tous ces exemples-là sont des comportements pour lesquels il y aurait matière, ou en tout cas, dénoncer pourrait mener un enquêteur à se dire oui, on va déposer plainte dans une situation comme ça. Ce qui est vraiment, vraiment important de nommer, c'est qu'en matière de violence conjugale, il y a tout un pan qui n'est pas tenu en compte dans notre code criminel de ce que je viens de dire là. Puis il y a énormément d'autres formes de violence, comme Claudine nous parlait tantôt, qui sont importantes, qui sont absolument valides et qui peuvent mener une personne victime
à utiliser toutes les ressources qui sont nécessaires, qui sont existantes, c'est-à-dire que si tout ce que j'ai nommé, c'est pas ce que la personne vit, mais qu'elle sent par ailleurs qu'elle est dans une relation où elle n'a pas de contrôle et que c'est son partenaire qui l'a, SOS violence conjugale, les maisons d'hébergement existent et sont là pour elle. Et le système de justice est là pour elle également, d'un point de vue civil, hein, en droit de la famille, par exemple. Et puis, c'est super parce qu'on en parlera la semaine prochaine de toute la question de la violence post-séparation, puis on pourra l'aborder largement. Mais notre travail chez Juripop se situe beaucoup plus en matière de violence post-séparation, puis je pense que appeler la police, c'est pas malheureusement pas toujours possible pour une personne victime pour plein de raisons, notamment parce que parfois elle ne vit pas, faut qu'elle ne vit pas de violence conjugale, mais ce qu'elle vit, c'est pas dans le code criminel, mais c'est tout autant valide. Et si c'était criminel et si elle va à la police, ce sera sur les épaules des enquêteurs de prendre la décision. Et il existe plusieurs ressources avec lesquelles la personne pourra être accompagnée. Je pense notamment au réseau des CAVAC, qui fait un travail exceptionnel, mais également toutes les intervenantes en maison d'hébergement, SOS violence conjugale pour référer. Puis, bien évidemment, des avocats de chez Rebâtir également seront là pour accompagner la personne si elle le souhaite. Là. Si on pense plus spécifiquement pour les enfants, quelle action qu'on peut poser pour pouvoir les protéger? Ben, ce que je dirais, c'est sans mettre trop de pression sur les épaules des personnes victimes parce que une personne victime de violence conjugale, une maman, là, les humains auxquels elle pense d'abord et avant tout, c'est jamais elle-même, c'est toujours ses enfants. Je le dis parce que toutes les personnes à qui on a parlé, puis tous les dossiers qu'on a chez Juripop, ben c'est ça qui se passe en premier. Donc, c'est de les mettre en sécurité. C'est la première chose à faire, penser à leur sécurité. Puis en fait, je le dis, mais c'est instinctif chez une maman de mettre ses enfants, de vouloir que ses enfants soient en sécurité. Donc, aller en maison d'hébergement et ensuite, ben que ce soit pas la personne victime, mais que ce soit notre beau réseau. Hein, on est plusieurs partenaires sur ce live-là aujourd'hui, de penser à l'importance d'un avocat de droit de la famille dans une situation comme ça. À quelles actions il devrait être entreprises devant les tribunaux pour que cette maman obtienne la garde de ses enfants, par exemple, obtienne les ordonnances possibles en fonction de sa situation bien précise, évidemment. Et puis, par la suite, d'avoir ce réseau-là pour penser à travailler toutes les autres petites choses qui n'étaient pas ce à quoi elle pensait au moment de mettre ses enfants en sécurité. Je dirais que légalement, en fait, c'est pas la première chose à penser. C'est toujours la sécurité d'abord, le réseau de soutien, le plan de protection. Puis nous, les avocats, on va venir, on attend. On va venir en deuxième temps offrir les informations juridiques puis les actes juridiques nécessaires aussi. Mais si j'ai des collègues qui m'écoutent, c'est pas nécessairement d'aller chercher une garde exclusive en urgence qui est la solution dans des situations comme ça. Des fois, il faut aller creuser un peu l'historique, il faut aller creuser l'histoire puis trouver vraiment la meilleure chose puis qui répond vraiment aux besoins de la personne dans sa propre situation. J'aimerais ajouter aussi que on a au Québec un service de médiation familiale dans les cas de rupture amoureuse. Dans les situations de violence conjugale, on n'est pas obligé de participer au processus de médiation. Et c'est important de le dire parce que pour qu'une médiation fonctionne, il faut qu'il y ait de l'ouverture des deux côtés. Malgré peut-être un cœur brisé, malgré peut-être qu'on n'est pas content que la situation... Mais il faut que ce soit une relation égalitaire quand même et qu'il y ait une relation respectueuse avant la rupture pour que ça fonctionne. Et même encore, c'est difficile. Dans une situation de violence conjugale où il y a une des deux personnes qui exerce un pouvoir, peut-être qui augmente même ses stratégies de contrôle ou en tout cas de tentative de contrôle au moment d'une rupture, se ramasser en médiation, ça peut souvent déraper et ne pas aider. Donc, les victimes de violences conjugales ne sont pas obligées de participer au processus de médiation qui est par ailleurs obligatoire au Québec. Donc, il y a beaucoup de victimes qui vont se sentir obligées de le faire parce que c'est obligatoire, surtout si
c'est pas clair nécessairement pour elle que ce qu'elle vit, c'est de la violence conjugale, mais dès qu'on a une inquiétude que peut-être que c'est de la violence conjugale, c'est préférable d'avoir son propre avocat et que l'autre personne ait son propre avocat et que les avocats protègent, en fait. Hein. C'est une bonne chose dans les situations de violence conjugale. Ça fait peur. Il y a des coûts qui sont associés, qu'il n'y en a pas en médiation, en tout cas pour quelques heures. Mais généralement, ça vaut la peine de passer la médiation et d'aller plutôt vers des avocats pour se protéger. Merci, Claudine, de prêcher pour ma paroisse. Je suis contente. D'ailleurs, des victimes, hein? Puis ceci, sans parler contre les médiateurs, il y a certains médiateurs qui sont formés en violence conjugale, qui même des fois vont le dépister dans des situations, qui vont prendre la victime à part et dire, écoutez, je pense que vous devriez aller consulter un avocat. C'est ça qui se passe la plupart du temps. Mais il arrive que devant le médiateur, ça peut ne pas paraître tant que ça. Puis elle peut avoir l'air de choisir librement. Mais la violence, des fois, ça peut être un petit clignement d'yeux, là. Quand ça fait des années que tu vis avec quelqu'un, tu es hyper sensible à comment il réagit. Et les messages, le « hey », fais pas ça, là, tu sais, là. Ça, là, il n'y a pas besoin de le dire, hein. Il a juste besoin de bouger son épaule d'une certaine façon, puis elle le sait que c'est ça que ça veut dire, et elle a raison. Et elle va être intimidée par ça. Mais une tierce personne peut ne pas s'en rendre compte. Donc, la médiation, dans l'idéal, dans les situations de violence conjugale, c'est pas le meilleur chemin généralement pour assurer la sécurité et assurer un futur aussi qui sera le plus sécuritaire possible. D'ailleurs, les médiateurs, de façon générale, lorsqu'ils voient qu'il y a de la médiation, que de la violence dans un dossier, vont mettre fin à la médiation ou du moins vont peut-être même rencontrer la victime en caucus pour lui expliquer l'impact du fait qu'elle n'est pas à armes égales avec son conjoint ou sa conjointe. Alors, c'est important là, que les personnes victimes puissent le dire. S'ils ne veulent pas le dire devant leur conjoint, ils peuvent demander à parler en caucus avec leur médiateur et leur expliquer la situation. Je vais aborder sur le sujet dont on a parlé tantôt avec Justine, qui était de oui, c'est possible de porter plainte. Mais si je pousse le sujet un petit peu plus loin, je vais m'adresser à vous, Maître Richer. Est-ce que c'est toujours possible pour une personne qui n'a pas de statut au Canada de porter plainte à la police lorsqu'elle est en situation de violence conjugale? Alors, la réponse générale, c'est oui, mais il y a un risque. Et oui, il y a un risque parce que le service de police pourrait transmettre les coordonnées de la victime à immigration et ce qui ferait en sorte que la personne on pourrait procéder à son arrestation et même entamer des démarches de renvoi du Canada. Alors, dans ces circonstances-là, il est donc préférable de référer la victime au CAVAC ou au CALAC et aussi entreprendre des démarches pour légaliser le statut, ce qui est très important. Par exemple, la victime pourra déposer une demande de résidence permanente pour considération humanitaire, déposer une demande d'asile et, si les circonstances le permettent, se faire parrainer par un nouveau conjoint ou conjointe, citoyen canadien ou résident, ou finalement déposer une demande de permis de séjour temporaire pour une personne victime de violences familiales. Également, ce qui est important de savoir, c'est si la victime est victime de violences conjugales, se fait parrainer par son conjoint ou conjointe, nous demande si ce dernier peut retirer sa demande de parrainage en cours d'études. Nous devrons encore une fois leur dire oui. À tout moment, durant le processus de parrainage, la personne qui parraine peut retirer sa demande de parrainage. C'est très important, ça, que les gens le sachent. La victime ne pourra rien faire. La victime devra trouver d'autres alternatives pour obtenir un statut au Canada. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, déposer une demande de résidence permanente pour considération humanitaire, déposer une demande d'asile ou encore déposer une demande de permis de séjour temporaire. Finalement, si on nous demande qu'arrive-t-il de l'agresseur qui a obtenu sa résidence permanente grâce au parrainage de la victime, est-ce que cette victime de violence conjugale doit continuer de respecter l'engagement pris avec le MIFI, qui est l'Immigration Québec, pour parrainer son agresseur? La réponse sera encore oui, malheureusement. Dans le cadre de parrainage de conjoint de fait,
époux et partenaire conjugal, la personne qui parraine prend un engagement de 3 ans pour subvenir aux besoins essentiels du parrainé. Les besoins essentiels concernent tout ce qui est nourriture, vêtements, nécessités personnelles et frais reliés au logement. La personne qui parraine ne peut mettre un terme à cet engagement, et même si elle est victime de violences conjugales. Et donc, oui, elle devra continuer de respecter l'engagement de 3 ans. Elle devra même rembourser l'aide sociale si le parrainé se prévaut des allocations de dernier recours. Cependant, encore une fois, et c'est pour ça qu'il est important de communiquer avec Rebâtir, nous pourrions référer les gens afin qu'ils puissent contacter le centre spécialisé de demande d'asile, des garants défaillants et des parrainés, afin qu'ils puissent présenter une demande discrétionnaire pour ne pas avoir à rembourser ces sommes. Alors, vous comprendrez, comme vous le constatez, que le service de consultation juridique joue un rôle très important pour les victimes qui souhaitent connaître leurs droits et poser les bons gestes au bon moment. Chez nous, c'est Excusez-moi. Alors, chez nous, c'est 12 avocats remplis de bienveillance qui sont en mesure de respecter le rythme des victimes. On a entendu Claudine tantôt le mentionner, c'est important. Et ça, mes avocats sont sensibilisés à ça et ils vont prendre le temps, tout le temps nécessaire pour expliquer aux victimes leurs droits et également leur expliquer qu'ils vont toujours être là lorsqu'ils seront prêts pour poser les bons gestes pour qu'ils soient en sécurité et qu'ils puissent peut-être et sûrement penser à se choisir pour mieux se reconstruire. Merci. Écoutez, mesdames, l'heure achève. On aurait tellement pu continuer encore des heures et des heures. Comme l'a dit Justine plus tôt, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, le 22 octobre, de midi à 13h. En attendant, il ne faut pas oublier le live qu'on a fait aujourd'hui. Il est disponible pour partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Plus on en parle, meilleur c'est. Je vous remercie, chacune d'entre vous, d'avoir participé sur votre lunch aujourd'hui. Suivez-nous sur les médias sociaux respectifs, donc SOS Violence Conjugale, Jury Pop et Rebâtir. Et surtout, les internautes, merci d'avoir été là, mais n'oubliez pas, si vous avez besoin d'informations, d'aide, comme vous l'avez vu aujourd'hui, il existe des ressources. N'hésitez pas, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un proche, utilisez-les, ça vaut vraiment la peine. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir.